Voilà, bonjour, bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus pour cette 5e, conférence des Jeudis de l'Histoire, la première en mode webinaire. Vous êtes nombreux inscrits et je vois que vous êtes nombreux à rentrer petit à petit, donc on va laisser un peu de temps de manière à ce que tout le monde puisse se joindre à la salle et donc vous expliquer le contexte de ce webinaire. Ce webinaire est la 3e conférence des Jeudis de l'Histoire organisée par le Musée de la Ville de Bruxelles, la Maison du Roi. Sur le thème de l'Art nouveau. Comme vous le savez, 2023 a pour thème Bruxelles, capitale de l'Art nouveau, et la Maison du Roi organise une exposition temporaire au premier étage, Back to Nature, où on peut voir 5 pièces majeures sur la période des années 1890 à 1900, dont l'une de ces pièces a été l'objet de notre dernière conférence, La tête de Minerve par Paul Dubois, présentée par Werner Adriaansens. Donc aujourd'hui, nous allons clôturer ce cycle de 3 conférences des Jeudis de l'Histoire sur l'Art nouveau. Et comme aujourd'hui, nous avons décidé de nous promener virtuellement, nous avons comme thème de découvrir l'Art nouveau dans Laken. Alors, notre invité, vous le voyez, il a allumé sa caméra, Christophe Mouzlar. Certains d'entre vous, vous le connaissez déjà, et même ça, je vois que vos listings de noms, je vois que certains d'entre vous, vous le connaissez même très bien. Christophe Mouzlar est historien de l'art et de l'architecture. Il est rédacteur en chef de la revue Natrimoine. Si vous voulez consulter ce magazine, vous pouvez aller sur www.nouvelles du patrimoine. Et Christophe a également collaboré avec Archistory pour l'inventaire et la réalisation de l'inventaire patrimonial architectural de Laken. Laken, c'est qui connaît très bien. Laken, c'est une commune qu'il connaît très bien, tout d'abord par cet inventaire qu'il a réalisé, mais également parce qu'il est coordinateur au sein de Laken Découverte, une association que beaucoup d'entre vous connaissez pour ses visites thématiques dans la commune de Laken. Alors aujourd'hui, de Brinfo à Horta, on va découvrir, on va aller à la recherche de l'art nouveau avec Christophe Mouzlar. Vous allez être peut-être surpris de certaines découvertes, de certaines images et documents d'archives qu'il nous a découverts. Alors, vous expliquer comment fonctionne le webinaire. Donc, Christophe Mouzlar fera sa... Attendez, voilà. Christophe Mouzlar va faire sa présentation pendant un peu plus de 3/4 d'heure et sur votre écran, vous voyez en bas, vous avez l'onglet Q et R, questions et réponses. Vous pouvez formuler vos différentes questions que vous avez, tantôt par rapport à la conférence ou tantôt par rapport à des thématiques plus pratiques, comme concernant le musée, par exemple, ses horaires d'ouverture et autres. Les questions de ce dernier ordre, de ce second ordre, nous y répondrons directement pendant la conférence, mon collègue Rémi Follon et moi-même. Et à la fin de la conférence, nous présenterons les autres questions en rapport avec le sujet de la conférence à Christophe. Je pense alors, pendant la conférence, moi, je vais couper ma caméra et mon micro, comme ça vous n'êtes pas perturbé par mes mouvements et tout est bien concentré sur Christophe. Et je pense, Christophe, que maintenant, la parole va être à toi. Nous sommes curieux et impatients de découvrir la Laken avec toi. Voilà, bonsoir à toutes et tous et merci d'être présents aussi nombreux. Je vais vous parler ce soir d'une thématique un peu particulière de l'Art nouveau parce que quand on vous parle de la Laken, on ne pense pas spécialement à l'Art nouveau et j'aime bien un peu chercher les choses moins connues, les frontières des différents sujets. Et donc, je vous propose une promenade dans Laken à la recherche de l'art de Fernand Brinfo à Victor Horta. Alors, pour parler de Laken, évidemment, il faut d'abord définir ce qu'est Laken. Alors, Laken, c'est une ancienne commune, hein, donc ça fait 101 ans maintenant que Laken n'est plus une commune. Donc, elle était une commune jusqu'en 1921, avant son annexion par Bruxelles-Ville. Donc, actuellement, c'est la commune de Bruxelles, c'est un quartier donc, de la commune de Bruxelles. Et voici ce que j'entends par Laken à l'heure actuelle. C'est une image qu'on a
créée parce qu'il n'y avait pas de carte qui définissait Laken depuis 1921. Donc, c'est une carte qu'on a créée lors de la création de la carte promenade de Laken, éditée par Urban Bruxelles. Donc, vous voyez que Laken est quand même un territoire assez étendu qui va des deux côtés du canal, donc principalement rive gauche du canal, mais un petit peu aussi de l'autre côté. Et la frontière avec Schaerbeek, c'était et c'est toujours la Seine en fait, qui forme la frontière entre Laken et Schaerbeek. Alors, pourquoi cette conférence sur l'Art Nouveau à Laken? C'est principalement parce que, donc, comme Bruno l'a dit, j'ai participé à l'inventaire du patrimoine architectural de Laken au sein de d'Archistory, une ASBL qui travaillait pour le compte des monuments et sites. Et on a réalisé donc cet inventaire en 2017-2018 et on a découvert énormément de choses et notamment voilà, un patrimoine Art Nouveau méconnu. Et lorsque vous allez sur le site de l'inventaire, donc l'adresse s'affiche ici, donc c'est monument.heritage.brussels. Vous cliquez sur inventaire et vous pouvez faire une recherche avancée. Donc, dans les communes, vous mettez Bruxelles-Laken et dans les styles, vous mettez Art Nouveau. Et lorsque vous introduisez donc ces deux critères de recherche, nous arrivons à 71 biens Art Nouveau sur Laken. Alors, je ne vais pas présenter ces 71 biens dans la conférence de ce soir, je vais en présenter certains et d'autres aussi qui n'apparaissent pas dans l'inventaire et vous allez voir pourquoi. Alors, donc 71 biens Art Nouveau selon l'inventaire et je les ai indiqués géographiquement ici, donc sur cette carte avec en rouge toutes les rues où il y a au moins 3 bâtiments Art Nouveau dans cette rue. En jaune, les rues où il y avait au minimum 2 bâtiments Art Nouveau dans cette rue-là. Et en mauve violet, les rues qui comptabilisent un bâtiment Art Nouveau. Donc, au final, cela nous montre que cet Art Nouveau, donc ces 71 biens Art Nouveau de l'inventaire, sont répartis finalement dans 26 rues. Donc, il y a une espèce de concentration. Que ces bâtiments, pour la grande majorité, ne sont pas classés. Il n'y a que 2 bâtiments sur les 71 qui sont classés. C'est une maison double, boulevard de Smet de Neyer 538-540 de Fernand Brinfo, que je vous présenterai, et la chapelle et morgue de l'hôpital Bruckmann de l'architecte Victor Horta. Donc, vous voyez que pour 71 biens, seulement 2 sont classés. Maintenant, voilà, ce n'est pas pour ça que les 69 autres ne sont pas intéressants. Bien au contraire, ce n'est pas parce qu'un bien n'est pas classé qu'il n'est pas intéressant. Je rappelle, comme toujours, que les serres de Laken, par exemple, ne sont pas classées et ça montre bien que l'intérêt que des biens non classés peuvent avoir. Concentration, les rues en rouge, ce sont lesquelles? C'est notamment le boulevard Émile Boxtal, ici, l'avenue Richard Neyberg, le boulevard de Smet de Neyer, l'avenue Ouba de Stropper, la rue Ernest Salut et l'hôpital Bruckmann. Donc, on voit bien qu'en fait, toutes ces constructions Art Nouveau suivent en fait l'évolution architecturale et de l'urbanisme, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui suivent l'évolution urbanistique de Laken, parce que Laken s'est complètement transformé avec le nouveau centre urbain qui a été déplacé de la rue des Palais Outreponts vers la place Émile Boxtal, nouvellement créée. Et donc, le boulevard Boxtal, le boulevard de Smet-Danier, l'avenue au bas de Stropper. Donc, tout ça, ce sont des rues qui ont été tracées au début du XXe siècle, hein, vers 1906-1907, et qui se sont construites petit à petit jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et évidemment, l'Art Nouveau va prendre place dans ces nouvelles rues créées au début du XXe siècle. Alors, nous allons commencer par l'avenue Richard Neyberg. Donc,
Je vais suivre géographiquement et ensuite en regroupant différents architectes cette présentation des monuments Art Nouveau. On commence donc avec la maison personnelle de Pierre Haine au tout début de l'avenue Richard Neberg. Alors, c'est de l'Art Nouveau, mais c'est comme la plupart des bâtiments qu'on va voir, c'est en fait de l'éclectisme teinté d'Art Nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme éléments Art Nouveau? Ben, les grilles en fer forgé avec des éléments géométriques, des sgraffites et vraiment ce vocabulaire décoratif qui est utilisé pour vraiment rendre les façades plus belles et faire de la rue en grand théâtre. Et dans l'avenue Richard Neberg, on a vraiment comme ça un espèce de grand théâtre avec toutes des maisons très décorées. Et Pierre Haine, c'est probablement un nom que vous n'avez jamais entendu, il a quand même construit énormément sur Laken, pas seulement en Art Nouveau, mais aussi dans d'autres styles. Et rien que sur l'avenue Richard Neberg, ben, il a construit les maisons 7 à 17. Donc, quand même, donc 10 numéros, 5 maisons qui se suivent les unes les autres du côté impair de la rue. Et ici, on voit sa maison personnelle, donc qui était le numéro 7, avec donc à droite de la photo, et ici avec un zoom sur la porte d'entrée de sa maison. Alors, le plan aussi est assez particulier parce que ce sont des maisons dont l'arrière donne sur la rue Léopold Ier. Et ils construisaient comme ça des doubles maisons qui étaient mitoyennes par l'arrière. Et voilà donc un exemple euh, de grilles en fer forgé qui se retrouvent pour protéger les jardinets en façade avant de la rue. Et donc, ces jardinets participent évidemment aussi hein, au décor. Alors, on est plus loin maintenant ici dans l'avenue Richard Neberg, on est au numéro 120, toujours l'architecte Pierre Haine, et c'est la maison Les Tournesols, tournesols qui représentent hein, dans les frontons et également au-dessus du millésime. Donc, ce sont des petits détails. Ainsi, on est en 1917, donc vous voyez que même pendant la Première Guerre mondiale, on continue à construire de manière évidemment moins régulière qu'avant la Première Guerre mondiale, mais on construit toujours. Preuve aussi de l'augmentation de population continue qui s'est faite à Laeken au début du XXe siècle. Et ces grilles de jardiniers sont particulièrement intéressantes. Ici, vous voyez le dessin. Le dessin de la grille de jardinet, vous voyez que la partie centrale a malheureusement disparu, mais ce qui reste voilà, est quand même bien conservé et montre le détail, le soin du détail fait par ces différents architectes. Alors, une maison atelier d'un peintre décorateur, Gustave Losange Salut. Alors, on est au tout début du XXe siècle et on est vraiment au basculement jusqu'à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Les hommes ajoutent le nom de leur femme et on va voir que, évidemment, ça va changer après la Première Guerre mondiale. C'est l'inverse qui va se produire. C'est la femme, l'épouse va perdre son nom de famille au profit de celui de son mari. Mais donc ici, on est encore à cette époque où c'est le mari qui ajoute à son nom le nom de son épouse. Donc, c'était Gustave Losange qui s'est marié avec Madame Salut. Et c'était un peintre décorateur et il l'indique fièrement dans cette espèce de façade publicitaire au moyen du sgraffite ci-dessus. Donc, on voit architectura et pictura à droite. Donc, architecture et peinture. Et le plan est aussi intéressant parce qu'on voit que la cage d'escalier est placée en plein milieu de la maison. Donc, on a vraiment un apport de lumière zénitale. Donc, c'est un lanterneau qui éclaire cette cage d'escalier donc par le dessus. Et on voit ici, en fait, c'est une annexe en fonds de propriété qui servait donc d'atelier pour Monsieur Losange Salut. Donc, on est toujours sur l'avenue Richard Neberg et l'architecte, c'est Eugène Lemans. On est en 1909. Alors, cette façade, elle est assez. Il y a une petite histoire assez marrante parce que je m'étais dit, mais je la connais cette façade, je l'ai déjà vue ailleurs. Et tous les matins, en allant travailler à mon bureau, je voyais cette maison-ci.
Je me dis, elle ressemble quand même fort à la maison que je connais à Laken, alors que cette maison, qui est presque jumelle, hein, elle se trouve à Forêt, rue Nérode 254. Et lorsque je vais voir dans le site de l'inventaire, je vois que c'est un certain architecte Eugène Demant, 1910. Je me dis, c'est pas possible, c'est qu'il doit y avoir une erreur. Donc, je demande pour vérifier sur les plans, je montre les différentes photos. Et en allant voir de plus près la façade de la rue de Mérode, je trouve au niveau du sol la signature Eugène Le Mans. Donc, c'était voilà, une erreur qui a été corrigée. Donc, c'est bien le même architecte, architecte Eugène Le Mans, qui a fait ces deux maisons. Donc, vous voyez que ces architectes, parfois, peuvent s'auto-plagier et faire donc des maisons presque identiques dans deux communes différentes, sans imaginer que 100 ans plus tard, quelqu'un allait passer à vélo et comparer ces deux façades pour se les attribuer, pour les attribuer correctement. Donc, voilà, c'était des choses qui se faisaient aussi à cette époque-là. Ils se copiaient les architectes les uns les autres, mais aussi, voilà, un même architecte pouvait faire quasiment la même maison dans deux communes éloignées en pensant que ça n'allait pas nécessairement se voir, ou peut-être que ça se savait. Alors, on est un peu plus loin dans l'avenue Richard Neberg et on retrouve ici une façade intéressante de l'architecte Jean Hendrix avec des sgraffites de Paul Cauchy, hein, qui était un grand sgraffiteur de l'époque, qui a travaillé avec pas mal d'architectes art nouveau. C'était notamment celui qui faisait les sgraffites de Paul Ancar. Et cette maison est assez particulière. Vous voyez qu'elle a perdu son couronnement avec une statue d'un aigle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ces fenêtres, hein, ces triplets, donc ces triples fenêtres, qui sont comme une peinture, ça y est, je ne retrouve plus mes mots, comme une peinture d'église à trois volets. Et donc, c'est comme si ces volets, ce triptyque, voilà, ça y est, c'est comme si ce triptyque était déplié, était ouvert. Voilà, alors on va un peu plus loin. Là, on va avenue de la Reine. On est en 1905, donc c'est la plus ancienne maison Art Nouveau que vous verrez. L'avenue de la Reine est déjà tracée depuis, déjà depuis une quarantaine d'années. Et l'architecte Émile Lambeau construit deux maisons Art Nouveau côte à côte, donc avenue de la Reine 303 et 305. Cette façade est primée au concours de façade en 1905. Donc, la commune de Laken, comme d'autres communes à Bruxelles, fait un concours de façade pour récompenser les plus belles façades qui s'érigent en cette période de plein boom urbanistique. On voit le souci du détail toujours hein, dans les grilles en fer forgé, le balcon. On est dans de l'art nouveau finalement très sage. Hein, ça ressemble aussi, voilà, on est toujours à la frontière entre l'éclectisme et l'art nouveau. Et il va jouer sur les différents matériaux, sur les couleurs également dans des vitrages. Et donc sur le fer forgé et même les consoles, donc c'est ce qui est en dessous des balcons qui sont finement sculptés avec ces rainures, hein, qui est aussi vraiment typique de l'art nouveau dit géométrique de cette époque. Autre maison, donc sa voisine, avenue de la Reine 305, donc toujours le même architecte, Émile Lambeau, qui était architecte. Il était également professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Donc, il a formé pas mal d'étudiants, de jeunes architectes, et notamment Paul Hamès. Et on retrouve ici, voilà, c'est une maison entièrement en pierre blanche ou en simili-pierre blanche. On aurait plutôt, si on la regarde de loin, tendance à la taxer de maison de style beaux-arts. Et pourtant, quand on regarde dans les détails, on voit clairement des éléments art nouveau. Et notamment ici, ces magnifiques plis dans la façade, un peu comme l'architecte Victor Talmans ou le dessin des grilles en fer forgé du balcon
Donc, ça nous montre clairement qu'on est plus dans l'Art nouveau, même si, voilà, on la nomme plutôt voilà, éclectique à tendance Art nouveau parce que voilà, elle a quand même pas mal d'éléments aussi de style Beaux-Arts. Alors, on va changer de rue, on va boulevard de Smet-Donneyer et on retrouve une autre tendance de l'Art nouveau, peut-être un peu moins connue, c'est la tendance pittoresque de l'Art nouveau. L'architecte ici est inconnu, on est en 1906. Et voilà, on n'a pas toujours les noms des architectes qui ont fait ces différentes réalisations. Cette façade a été primée au concours de façade en 1906. Donc, chaque année, en fait, il y avait un concours de façade. Et on a vraiment l'impression d'avoir une villa de la côte, hein. Il y en a encore quelques-unes, par exemple, à la côte belge. Du côté de Blankenberg, par exemple, vous pouvez retrouver ce type d'architecture avec une loggia décorée de panneaux de céramique, très probablement de la maison Hellman. Ici, il n'y avait pas la signature de la maison qui faisait ces céramiques. Il y avait plusieurs maisons qui produisaient ces céramiques, mais à Bruxelles, en tout cas, celui qui dominait le marché, c'était Hellman. Alors, autre maison particulièrement intéressante, deux maisons jumelles en miroir, les maisons et ateliers des sculpteurs Désiré Jacobs et Mathieu Desmarais. L'architecte, c'est Alphonse Grothart et ces façades ont été primées au concours de façade de 1911-1913. Ils avaient regroupé le concours de façade sur 3 ans. Alors, on voit bien que ce sont des sculpteurs, vu la porte cochère, hein, les sculptures, c'était des sculptures monumentales, donc il fallait d'office une porte cochère. Donc la porte d'entrée de la maison, c'est également la porte d'entrée de l'atelier. Et comment cela se répartissait? Vous aviez la maison d'habitation à front de rue et en arrière, en bâtiment arrière, vous aviez l'atelier. Donc, preuve qu'il fallait bien passer par ce couloir d'accès qui traversait la maison et qui donnait aussi bien accès à la maison qu'à l'atelier en front de parcelle. Alors, c'est une façade aussi publicitaire, hein. On imagine bien que Mathieu Desmarais a participé au décor de la façade de sa maison pour montrer ce dont il était capable. Alors, je vous ai mis les textes que j'ai retrouvés sur des participants, donc du jury pour le concours de façade. Donc, le jury, c'était les architectes Franken, Bonduel et Diongre, donc des architectes très connus à l'époque qui avaient pignon sur rue. Et cette maison a été classée en seconde catégorie avec un prix de 750 francs. Donc, c'est quasiment la gagnante du concours de façade pour ces années-là. Et voilà ce qu'ils disent. Ces façades sont remplies d'excellentes intentions quant à l'embellissement de la voie publique. Leurs propriétaires méritent une mention pour les sacrifices qu'ils ont consentis et l'architecte pour s'être soucié de réaliser un ensemble plein d'ampleur. La corniche en bois est pauvre et forme avec les petits pinacles en pierre qui la traversent un élément peu logique. Les carreaux jaunes des abat-jours n'ajoutent rien à l'effet. La toiture et la cheminée sont un peu négligées. Donc, vous voyez le soin apporté à ce jury pour, pour les différents prix. Donc, chacune des maisons qui sont primées sont avec un petit compte rendu avec les points positifs, les points négatifs de ces maisons. Donc, je suis vraiment étonné du soin et oui, du détail apporté par ce jury quant à ces différentes façades qui ont été réalisées par leurs confrères. Voilà, je vais essayer de passer à la suivante. Alors, Mathieu Desmarais, vous le connaissez probablement. Il a fait énormément de sculptures, surtout de statuaires publics. C'était comme ça qu'ils gagnaient principalement leur vie à cette époque-là.
Et donc, vous avez ici sur la gauche une des statues qui se trouve sur la façade extérieure de l'ancienne maison communale de Laken, qui a été réalisée vers 1920. Ici, c'est des statues en ensemble qui se trouvent au pied du poilu inconnu, donc sur le parvis de l'église de Laken. Ici à droite, donc c'est le monument aux morts de Schaerbeek, au cimetière de Schaerbeek. Vous avez également ici le groupe La Famille à l'intérieur donc, de l'ancienne maison communale de Laken. Donc, c'est dans la salle des guichets que vous connaissez bien, les Lakenois, quand vous allez soit au service population civile ou à la bibliothèque de Laken. Et la statue du Semeur qui se trouve au Square Palfijn en 1931. Et là, on voit clairement qu'il a changé de style. Il se rapproche plus d'un sculpteur comme Jeff Flambeau, alors qu'ici, c'est encore assez très allégorique, hein, très aussi typique de cette époque-là, et qui participe clairement à l'embellissement, hein, de la voie publique avec ses grandes commandes et également des cimetières. Alors, voilà la maison en miroir donc, qui est classée. Donc, c'est Fernand Brinfo, un architecte qu'on va retrouver à plusieurs reprises lors de cet exposé. On est au boulevard de Smet-de-Nayer, 338-340. Et de nouveau, hein, on est dans de l'éclectisme teinté d'art nouveau. Et chose particulière ici, c'est que ces maisons ont conservé leur boiserie, leur huisserie, donc c'est-à-dire toutes les fenêtres et portes d'origine. On voit hein, toujours le souci du détail sur la porte avec cette petite grille géométrique qu'on retrouve de manière similaire dans les lucarnes de la maison. Et les maisons sont signées. Elle est signée en fait juste ici, au bas donc du pilastre monumental qui sépare ces deux maisons. Donc, quand un architecte signe sa maison, en général, c'est qu'il est assez content du travail qu'il en a fait. On voit ici la maison d'Adhémar Brinfo, qui était en fait le père de Fernand Brinfo, qui habitait boulevard de Smet-de-Neyer. Donc, il déménage, j'imagine, pour être proche de son fiston. On est en 1912. Fernand Brinfo construit d'ailleurs dans ces années-là pas mal de maisons sur Laken. Et on voit qu'elle a subi quelques petites transformations. On retrouve cette logette polygonale. Ce petit jeu de grille qu'on avait déjà dans la maison précédente. Et ici, le plan est plus traditionnel. Donc, la cave que vous ne voyez pas, se trouve dans la cave une cuisine cave avec salle de petit déjeuner. Et au rez-de-chaussée, on a en 3 pièces en enfilade relativement classique avec salon, salle à manger et véranda et les chambres au premier étage. On va voir que pour sa maison personnelle, il va faire les choses légèrement différemment. Cette maison a quand même été primée hein, d'un prix de 600 francs, donc façade d'un mérite très réel selon le jury de 1913, 1914, 1915. Et voilà ce que dit donc le jury, façade présentant de sérieuses qualités de composition et de coloration. Toutefois, le pignon et les lucarnes se gênent mutuellement. Les carreaux verts, la pauvreté de la menuiserie de la porte et une légère disproportion dans la fenêtre du second sont les seuls défauts. Cependant, les cheminées sont négligées. Et ça, c'est amusant aussi de voir ce souci qu'ils avaient avec les cheminées. Ils reprochent souvent d'ailleurs que les cheminées ne sont pas assez monumentales dans celles qui ont été construites. Mais vous voyez qu'ils sont, voilà, ils sont assez sévères, donc ils disent que c'est bien, mais ils pointent chacun des petits défauts de cette façade. Voilà la maison personnelle de Fernand Brinfo. Donc, on est juste à côté, hein, à 2 pas de son père. On est boulevard de Smet-de-Neyer 579 et on retrouve clairement les mêmes caractéristiques qu'on a vues jusqu'à présent. Toujours la logette polygonale surmontée d'une porte-fenêtre avec une petite grille à dessin géométrique.
Et la porte d'entrée, regardez également les différentes baies qui sont denticulées, qu'on avait également remarqué précédemment, euh, et les lucarnes, toujours qui terminent la maison. Alors, au niveau du plan, ici, c'est plus intéressant, en sachant que les souterrains, ben, ici, c'est des caves qui ne servent qu'à des caves, donc c'est pour les provisions, le charbon, etc., la chaufferie. Le rez-de-chaussée, par contre, vous avez une salle de famille, le bureau des employés et la cuisine des employés. Et c'est seulement au bel étage qu'on va retrouver le bureau de Fernand Brinfo. Donc, il travaille juste au-dessus de ses employés. Deux chambres et à partir du deuxième étage, vous avez la cuisine, le salon et ensuite les différentes chambres des enfants dans les étages supérieurs. Donc, voilà, il a terminé avec la cuisine cave. Il a remonté donc sa cuisine ici au niveau du rez-de-chaussée pour ses employés et pour lui-même deux étages plus haut. Et voilà ce qu'en dit le jury. Cette façade donc est proposée pour une prime supplémentaire de 100 francs. Donc, elle a déjà gagné un prix de 750 francs, qui était le plus haut prix, et il propose même de l'augmenter donc de 100 francs à cause des sérieuses qualités dont elle fait preuve. Alors, cette façade est simple et de très bon goût. Les baies sont bien proportionnées, groupées avec discernement et indiquent clairement les dispositions intérieures. Quelques légers défauts sont à constater, donc notamment, ben voilà, ils pointent notamment le fait que la cheminée est trop petite et que les grilles du rez-de-chaussée aussi sont un peu trop simples à leur goût. Il n'en reste pas moins acquis que cette façade mérite de servir d'exemple pour le type de la maison bourgeoise si répandue dans l'agglomération bruxelloise. Ça, c'est intéressant, hein, ça nous montre aussi que la maison bourgeoise, hein, la maison unifamiliale, était vraiment le type de maison plébiscitée et qui se construisait le plus à cette époque-là. Alors, Fernand Brinfo, voilà quelques mots sur cet architecte que je trouve vraiment très intéressant. Il a été un militant socialiste convaincu. Il a beaucoup travaillé d'ailleurs pour le Parti socialiste et même le mouvement socialiste. Il a fait des maisons du peuple. Il a étudié à l'Académie des beaux-arts de Bruxelles, auprès notamment de Victor Horta. Il a été en stage, pardon, auprès de Victor Horta et d'Albert Dumont, l'architecte de l'Hôtel de Ville de Saint-Gilles. Donc, deux très bons architectes. Et dans ses réalisations, voilà, il y a cette façade que je trouve extraordinaire. Pour moi, c'est une des plus belles façades de Belgique. C'est la façade du Vooruit. Le journal Vooruit était donc publié, imprimé ici. Donc, c'était les presses du Vooruit. Et cette façade, voilà, elle est vraiment voilà, d'un type vraiment incroyable, d'une audace vraiment impressionnante, clairement inspirée aussi voilà, du constructivisme russe. Il faut savoir qu'il avait aussi pas mal de sympathie hein, pour l'Union soviétique, l'URSS. Ce bâtiment du Vooruit a été construit en 1930 et il doit certainement vous rappeler un autre bâtiment, le journal Le Peuple à Bruxelles. C'est également lui qui a construit donc le bâtiment du journal Le Peuple à deux pas du musée de la bande dessinée à Bruxelles, le journal Le Peuple qui était le journal socialiste francophone. Alors, il a également il s'est beaucoup impliqué hein, pour le logement ouvrier et il a été donc à la base de plusieurs cités jardins, dont la cité jardin de Mortebeek, ici à Anderlecht. Et ce superbe bâtiment aussi que je trouve vraiment extraordinaire, qui est la prévoyance sociale. Alors, la prévoyance sociale, le bâtiment d'origine a été construit par Richard Pringier, donc le bras droit de Victor Horta. Donc, il est de style Art Nouveau, mais l'intérieur va être complètement transformé par Fernand Brinfo dans les années 30, aidé de son fils, Maxime Brinfo. Et vous avez cet intérieur moderne, on a vraiment l'impression d'être dans un paquebot qui est
voilà, échoué ou en tout cas amarré ici à Anderlecht, donc à 2 pas de la gare du Midi. C'est vraiment un des bâtiments les plus impressionnants qui existent à Bruxelles, selon moi, donc la prévoyance sociale. Donc voilà pour Fernand Brinfo. Alors on est un peu plus loin dans la boulevard de Smet-Donneyer, enfin juste à côté en fait de sa maison personnelle. Et ici on a un architecte pas très connu, Edgar de Marteau. Si quelqu'un a des informations sur lui, ça m'intéresse. En tout cas, il a pas mal travaillé à Bruxelles. Cette façade a été primée au concours de façade donc de 1911-1913. Et ici aussi, hein, ce sont tous ces petits détails qui font la beauté de cette façade. Donc, c'est de l'art nouveau ici. On dirait presque ici que c'est de l'art nouveau teinté d'éclectisme plutôt que l'inverse, avec cette porte d'entrée, avec ces beaux dessins en fer forgé. Ce balcon hein, qui me fait inévitablement penser à la ligne en coup de fouet de Victor Horta. Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il ait travaillé chez Victor Horta. Et voilà, ces lignes et voilà, ces archivoltes qu'on retrouve de manière purement décorative au-dessus du balcon qui participe donc au décor de cette façade. Alors, on retrouve toujours notre pierre de marteau. Ici, on est rue Ernest Salut, numéro 55. Cette façade a été primée aussi au concours de façade 1913-1915. Et quand je vois cette façade, je me dis, c'est pas possible. J'ai déjà vu ces fenêtres-là quelque part. C'est clairement du Victor Horta. Alors, ni une ni deux, je fouille dans les plans de Victor Horta. Et qu'est-ce que je trouve? L'hôtel Van Eetveld, qui a été construit donc en 1895, donc c'est cette partie-ci, a été agrandi d'une travée à gauche, donc c'est le bureau Van Eetveld en 1899, et à droite, aussi une annexe de 1901. Et regardez, comme par hasard, on retrouve dans l'annexe de 1899 exactement les fenêtres ici du deuxième étage. Et dans l'annexe de 1901, on retrouve clairement la fenêtre du premier étage de Pierre de Marteau. Donc voilà, ni une ni deux. Quand je vous disais que les architectes se copiaient les uns les autres, ici, clairement, il a été chercher la forme de ces fenêtres chez Victor Horta pour l'hôtel Van Eetveld. Hôtel Van Eetveld hein, qui se trouve dans le quartier des Squares à Bruxelles. Alors voilà ce qu'en dit le jury, et ça c'est assez marrant parce qu'ils disent voilà, façade de construction robuste à laquelle on peut reprocher la forme bizarre des arcs, des fenêtres et des châssis. Ben oui, forcément, c'était du Victor Horta. Donc voilà, ils trouvaient que Victor Horta visiblement avait des formes bizarres. Le couronnement laisse à désirer et l'avant-corps n'est pas terminé dans la toiture. Les détails du fer forgé et de la bretèque sont négligés. Alors, le fer forgé, ben, vous voyez qu'il était fort simple. Ici, je vous ai, même s'il a disparu, je vous ai mis le fer forgé de la grille du jardinet de clôture. Et la bretèque, c'est quoi? C'est cette petite logette. À l'époque, ils appelaient ça une bretèque. Maintenant, on appelle ça une logette. Certains appellent ça un bow window. Mais donc, c'est ce petit élément en saillie de la façade. Et vous voyez que cette façade a été surhaussée d'un étage dans les années 30 par l'architecte Hanno. Mais je vous ai mis le plan pour pouvoir comprendre évidemment les critiques du jury en 1914-1915. Toujours dans la rue Ernest Salut, hein, qui comporte quand même pas mal de maisons Art Nouveau. Vous avez un ensemble de 3 maisons, le 61, 63, 65, construites par l'architecte Albert de Valeriola. De nouveau, ici, on est dans de l'art nouveau pittoresque, hein, un peu style cottage, avec ces jeux des boiseries pour les balcons, le fer forgé qui est bien dessiné, ces avant-corps, ces auvents qui sont aussi très finement sculptés dans le bois.
Et parmi cet ensemble de 3 maisons, il y a la maison personnelle de Albert de Valeriola. Donc, voilà, il y a quand même jusqu'à présent pas mal de maisons personnelles de ces architectes qui construisent évidemment pour tous leurs voisins. Donc, c'est comme ça que ça se faisait aussi dans d'autres communes, hein. Les architectes à cette époque-là travaillaient beaucoup dans leur quartier. Et c'est seulement quand vous étiez un architecte avec une grande renommée que alors on vous appelait dans d'autres communes, voire dans d'autres régions comme Victor Horta ou Paul Ancar. Une maison, ici on va changer de rue, on est rue Pierre Strowen, donc on n'est pas loin du Square Léopold. La maison des maçons Verdoot. C'est 2 maisons mitoyennes. Et l'architecte est El Veulsteeg. Je ne connais pas son prénom. Aussi un architecte méconnu qui a pas mal construit à Laken. Il habitait d'ailleurs à Laken. On va voir sa maison personnelle. Et de nouveau, hein, les éléments qui participent au décor et au fait que voilà, l'Art Nouveau nous plaît tant aujourd'hui, c'est tous ces éléments décoratifs, notamment donc, les sgraffites, les grilles en fer forgé, la porte d'entrée avec euh, voilà, toutes ces ouvertures, ces lanterneaux, ces découpes dans la porte, tout ça participe clairement au plaisir esthétique de ces façades. Et vous voyez qu'on retrouve donc, dans les publications d'architecture de l'époque, ici donc l'album de la maison moderne, à quoi ressemblaient donc, ces maisons lors de leur construction. Donc, quand ces façades étaient publiées dans des revues d'architecture, c'était clairement qu'elles se démarquaient, qu'elles avaient une qualité qui était remarquée et donc publiée. Et on remarque ici aussi donc, le sgraffite qui montre clairement le métier des maçons qui habitaient donc cette maison-ci. Et voilà donc la maison personnelle de M. Volsteek. Donc, on est avenue Ouba de Stroper, numéro 27. Vous voyez que la maison a perdu malheureusement donc sa petite logette ici avec son petit balcon qui lui donnait son caractère pittoresque. Mais pour le reste, voilà, le reste est relativement bien conservé, notamment la porte d'entrée et surtout ces magnifiques grilles qui protègent donc la cave. On va terminer donc par l'avenue Ouba de Stroper numéro 8. Architecte Arthur Pladet, on est en 1912, avec cette façade avec un énorme graphite hein, qui prend vraiment presque l'ensemble de la composition de cette façade. Et le fer forgé aussi très finement, très délicat, qui participe aussi, tout comme le graphite, à l'embellissement de cette façade. Alors, avec tout ce qu'on a vu, on pourrait tenter une caractérisation de l'Art nouveau à Laken. Donc, l'Art nouveau à Laken, ben, il est principalement éclectique. Hein, c'est de l'Art nouveau, enfin, c'est plutôt de l'éclectisme teinté d'Art nouveau que de l'Art nouveau pur. Il est local, on a vu, hein, la plupart des architectes qui construisent ces maisons ont construit leur propre maison personnelle en style Art nouveau ou éclectique teinté d'Art nouveau et les maisons voisines. C'est principalement de l'habitat privé, donc il y a peu de bâtiments publics. Donc il y a même des écoles, il y a des écoles d'Henri Jacobs, par exemple, à Laken, mais qui ne sont pas Art Nouveau, elles sont principalement éclectiques. Donc il va faire ces écoles Art Nouveau par la suite. Il y a quelques petits éléments Art Nouveau, mais clairement, on ne peut pas vraiment dire que c'est de l'Art Nouveau. Donc voilà, c'est principalement de l'architecture privée. C'est intégré dans le sens où c'est, elles ne se démarquent pas trop de leurs voisines, donc c'est de l'Art nouveau relativement sage, qui n'est pas trop tape à l'œil, donc pour des gens qui ne sont pas comme la famille Solvay ou d'autres familles plus riches qui, évidemment, n'habitent pas non plus dans ces quartiers-là.
Donc voilà, ce que j'entends par intégré, donc c'est moins tape à l'œil, plus sage finalement que d'autres réalisations Art Nouveau. Et c'est relativement tardif. Donc on a les maisons les plus anciennes, donc c'était Émile Lambotte en 1905. Et la plupart des réalisations que je vous ai montrées datent de 1910, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il faut savoir que Paul Anka, il meurt en 1901, que Victor Horta, ben voilà, il va clairement, et la plupart des autres architectes Art Nouveau vont tendre vers un autre style après 1905, que le moment de gloire de l'Art Nouveau en Belgique, en tout cas ce qui va vraiment le diffuser, c'est 1897, l'exposition universelle à Tervuren. Donc voilà, on est 10 ans, voire 15 ans plus tard. Donc c'est relativement tardif par rapport aux grandes réalisations de l'Art Nouveau. Et ça montre aussi que voilà, l'Art Nouveau continue en fait après 1908 dans certains quartiers, mais de manière aussi plus, plus timide, plus sage. Et donc, c'est pour ça que c'est plutôt de l'éclectisme teinté d'Art Nouveau, vu la date aussi de construction de ces différentes maisons. Voilà. Et alors, voilà, j'ai aussi indiqué que la plupart de ces bâtiments éclectiques teintés d'Art Nouveau sont primés au concours de façade. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer et de vous lire la conclusion du rapport du jury. On est en juin 1916, donc on est en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Et voilà ce qu'ils disent, notamment, hein, parce que la conclusion du jury faisait quand même plus de 3 pages de recommandations aux autorités communales de Laken. Voilà ce qu'ils disent. Donc, il est regrettable que des 2 tiers des bâtisseurs n'aient pas fait le moindre effort pour contribuer à l'embellissement de la voie publique. C'est pourtant un souci que devrait avoir quiconque construit une maison, car c'est un devoir pour chaque propriétaire. La rue est le domaine public et personne n'a le droit de l'enlaidir par l'édification de constructions banales ou de mauvais goût. Vous voyez qu'ils n'étaient pas tendres, ils avaient leurs idées, ils les proclamaient haut et fort. Et ce rapport du jury, donc en plein milieu de la Première Guerre mondiale, paraît complètement voilà, c'est étonnant en tout cas d'avoir un tel souci de l'esthétique en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Mais voilà, vous voyez que ces architectes, en tout cas, avaient le sens du devoir et de tous les autres concours de façade, c'est le dernier, celui-ci, hein, donc il n'y en aura pas après la Première Guerre mondiale. Tous les autres concours de façade, les jurys, ils donnaient juste les noms des gagnants ou la somme que gagnaient les différents participants. Et c'est le seul jury donc, qui a pris un tel temps, un tel détail pour chacune des maisons primées à ce concours. Voilà, alors passons maintenant justement à l'architecture publique. On va à l'hôpital Bruckmann, qui est un énorme ensemble ici de style éclectique teinté d'Art Nouveau, là aussi, construit par Victor Horta à partir de 1911. Le gros œuvre est terminé en 1914, mais évidemment, avec la Première Guerre mondiale, les travaux s'arrêtent et finalement, l'hôpital Bruckmann ne sera achevé qu'en 1923. Alors, l'hôpital Bruckmann, il est construit en fait à l'époque à Jette. Et c'est seulement après 1923 que la ville de Bruxelles va échanger donc les terrains avec Jette, vu que Laken n'est plus une commune, hein, on est en 1923. Donc, c'est la ville de Bruxelles qui échange les terrains avec Jette. Mais voilà, comme on est juste à côté de Laken, on considère actuellement, en tout cas, que l'hôpital Bruckmann est sur Laken. Alors, Victor Horta avait prévu un plan pour remplir entièrement donc, cette forme, enfin ce terrain mis à disposition donc, acheté à la commune de Jette. Et le CPS, qui était le commanditaire, enfin, c'était l'ancêtre du CPS, c'était la commission des hospices, qui lui commande donc cet hôpital sur base
d'un lait d'une donation de Georges Bruckmann, qui était un banquier très, très riche. Et donc, c'est grâce notamment à la donation de Bruckmann que l'hôpital va pouvoir être construit, d'où le nom hôpital Bruckmann, du nom de son principal donateur. Il prévoit donc un plan qui remplit entièrement la parcelle et le conseil des hospices lui dit qu'il doit revoir sa copie à la baisse et qu'il doit absolument se tenir au coût prévu, qui ne peut en aucun cas dépasser le montant qui lui est alloué. Donc, il doit revoir ses plans. Et voilà la version telle qu'elle va être faite, construite donc à partir de 1911. Donc, Horta n'était pas très content, évidemment, de devoir raboter dans certains des services qui vont être de toute façon rajoutés par la suite au fil des années. Et à l'heure actuelle, évidemment, l'hôpital a rempli l'entièreté de ce site. Alors, l'entrée de l'hôpital Bruckmann, qui était et la pharmacie et l'administration, vous voyez que c'est principalement éclectique, mais quand on va à l'intérieur, hein, on remarque dans les cages d'escalier, dans les garde-corps des cages d'escalier, on reconnaît la patte de Victor Horta. Presque tout est en briques de parement, et ça aussi pour rester dans les coûts qui lui étaient alloués. Alors, un des bâtiments les plus intéressants et les plus importants de l'hôpital Bruckmann, ce sont les pavillons d'hospitalisation de la médecine des adultes. C'est un ensemble de 5 bâtiments en série qui sont reliés donc par un couloir central. Et on voit le souci du détail toujours pour la ventilation. Ce sont des malades qui sont à l'intérieur, donc il faut que ces bâtiments soient parfaitement aérés. Donc, il y a énormément de cheminées d'aération pour faire circuler l'air et évacuer donc, tous les miasmes de l'intérieur de ces salles des malades vers l'extérieur. Et plutôt que de faire des petites cheminées, il va prendre le parti inverse, il va les agrandir pour en faire quelque chose d'esthétique, de marquant et qui vient vraiment marquer, scander ces différentes constructions. Et entre chacun des pavillons, vous aviez un espace ouvert qui amenait de l'air et de la lumière à chacun des malades. Évidemment, par la suite, dès les années 1930, aux grandes dames de Victor Horta, bien entendu, l'hôpital Bruckmann va construire de petites annexes parasites, ces petites cours intérieures qui donnaient donc de la lumière et de l'air à ces différentes salles des malades, et toujours aussi les châssis à guillotine pour pouvoir ouvrir les fenêtres facilement. Donc, châssis à guillotine, c'est pour ouvrir les fenêtres verticalement. On voit bien ici, donc là, ça c'est une vue aérienne des années 1930. On voit bien les pavillons des malades qui sont en liaison aussi avec les pavillons de consultation. Et on a ça pour tous les autres départements. Il y a toujours la consultation pour la médecine des adultes et ensuite les salles des malades donc pour l'hospitalisation, et qui sont séparées. Donc, c'est le principe pavillonnaire. Les consultations sont séparées des bâtiments d'hospitalisation, et les différentes sections et spécialités de l'hôpital sont séparées aussi par ce grand parc paysager, donc de l'air, de la lumière, mais aussi de la verdure. C'est presque comme une cité-jardin, finalement. C'est une cité médicale jardin. Et on voit bien que ici, les pavillons de consultation sont reliés donc, par ce long couloir qui est vraiment dans l'axe de symétrie de l'ensemble de l'hôpital, du site Bruckmann, pour pouvoir évidemment que tout le personnel médical puisse aussi se déplacer à l'abri de la pluie. Alors voilà une vue aérienne actuelle. Donc quand je vous disais que ça avait été bien bâti depuis, vous voyez qu'il reste quasiment plus de place. Ici, on a l'UDERF, donc l'hôpital
universitaire des enfants Reine Fabiola. Ici, on a la cité médicale, la Fondation Reine-Élisabeth de Henri Lacoste. Ici, c'est toute la partie psychologique. Là, ce sont toutes les annexes contemporaines faites par Philippe Samin. Donc, voilà, il reste finalement, c'est plus ou moins la moitié du site qui est d'Horta et donc l'autre moitié a été construite par la suite. Et on voit bien ici toutes ces petites constructions qui sont venues parasiter et remplir les vides laissés par Victor Horta pour les pavillons d'hospitalisation des adultes. Et ici, on a le pavillon de consultation, donc qui est vraiment à l'avant-plan des pavillons d'hospitalisation. Et toujours en briques. Et surtout, chacune des spécialités a une tonalité de briques qui est dominante. Et donc ici, on a la tonalité plutôt blanche, même s'il fait toujours des jeux de couleurs avec les briques, ce qui égaye aussi cette construction. Et voilà ce que ça donnait en 1921, donc juste avant l'inauguration. Donc, quand vous rentriez dans l'hôpital Bruckmann, sur le site Bruckmann, vous aviez vraiment cet axe de symétrie avec voilà, ce parc paysager. On voit que les arbres viennent tout juste d'être plantés et vous arriviez directement face au pavillon de consultation de médecine des adultes. Preuve que finalement, c'était la section la plus importante de l'époque. La chirurgie est à gauche, les enfants, c'est à gauche aussi. La sigillographie, c'était à droite. Enfin, on va voir aussi les autres bâtiments, mais en tout cas, celui qui était dans l'axe de symétrie, c'était la médecine des adultes. Et voilà le plan d'un pavillon d'hospitalisation. Donc, c'était des grandes salles, 2 fois 12 lits de chaque côté. Donc, il avait étudié tout l'écartement. Donc, il y avait 3 mètres d'écart de chaque côté des rangées de lits. Donc, c'était des salles communes à l'époque, mais c'était quand même le grand luxe. Il avait étudié 1,30 m aussi entre chaque lit et pour que chacun des malades ait 48 mètres cubes d'air. Pour lui, c'était les recommandations de l'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles, donc 48 mètres cubes d'air pour chacun des malades. Et au bout de ces salles de malades, vous aviez donc bien séparé toujours les toilettes et les bains. Donc toujours de nouveau ce souci du détail de bien séparer les toilettes et les bains des salles des malades. Et au milieu, vous aviez un espèce de grand hall avec ce couloir qui traversait donc tous les pavillons et qui reliait en fait tous les pavillons des malades avec les pavillons de consultation. Donc, voilà une vue de détail de ces fameuses cheminées qui sont non seulement décoratives mais aussi pratiques. Ce n'est pas que décoratif, donc qui avait vraiment la fonction de donner un maximum de circulation d'air dans ces salles des malades. Et les entrées qui sont simples, mais qui, voilà, toujours décorées avec, dans le respect du budget alloué, avec les moyens dont il disposait, donc c'est-à-dire des briques. Et il va jouer donc, avec ces briques pour essayer de donner un maximum d'effets décoratifs. Et entre donc, les pavillons de consultation et les pavillons d'hospitalisation, vous avez donc cette grande galerie vitrée qui, à un moment donné, passe, donc elle fait un pont en passant au-dessous de cette route qui sert de liaison pour l'hôpital Bruckmann. Et franchement, c'est juste voilà, esthétique. C'est assez impressionnant de voir ce souci esthétique en plein milieu d'un hôpital, dans le cœur même de l'hôpital. Alors, vous voyez qu'à l'intérieur, la galerie vitrée, ben, finalement, c'est très simple, mais que de l'extérieur, en tout cas, voilà, c'est quand même assez charmant. Et on remarque en dessous des portes qui amènent dans tout un réseau de caves qui parcourent tout le site. Donc, vous pouvez
passer dans le site via ce fameux couloir central, mais également via des couloirs souterrains, aller d'un pavillon à l'autre avec toutes ces canalisations. On est passé dedans, mais franchement, les photos, ça ne donnait rien du tout. Donc, j'ai repris cette photo de l'époque avec tous les tuyaux qui amènent aussi bien l'eau que le chauffage dans toutes les sections de l'hôpital. Alors, voilà encore un bâtiment intéressant, c'est le bâtiment des cuisines, la cuisine centrale. Et on voit ici que clairement, ce n'est ni le blanc ni le rouge qui domine, c'est vraiment des bandes striées. On a l'impression d'ailleurs presque que c'est comme les vêtements des Dalton hein, qui sortent de prison. On a toutes ces bandes qui participent aussi à l'effet esthétique de ces cuisines, pourtant un lieu qui n'a pas spécialement besoin d'être décoré, mais toujours le souci du détail. Et le bâtiment suivant, le home des infirmières et des servantes. Le bâtiment, on le devine ici avec ces briques qui sont de couleur plus claire que les 3 niveaux inférieurs. Les 2 niveaux supérieurs ont été rajoutés dans les années 1930. Alors, c'est un bâtiment très simple, mais qui ne manque pas de charme. Et surtout, on voit que les entrées de ce bâtiment ont été soignées et les cages d'escalier, hein, qui sont un peu les derniers témoins de l'époque de Victor Horta à l'intérieur, parce que tout le reste a été transformé, modernisé, etc. Mais voilà, il reste l'escalier en granito avec cette belle grille, enfin ce beau garde-corps qui reste. Alors, Victor Horta était très fier hein, de cette réalisation. Et voilà ce qu'il dit en 1909, donc juste avant la construction de l'hôpital. Donc, il a écrit un livre hein, qui s'appelle Hôpital Brickman âgé de Saint-Pierre. Rien ne sera négligé pour donner à ce bâtiment un aspect riant et confortable qui ne pourra manquer d'influencer favorablement le moral de ces femmes dévouées que le contact continuel de ceux qui souffrent prédispose à la mélancolie. Et vous avez une vue ici probablement des années 30 également de l'aspect de départ de ce home des infirmières et servantes. Alors ici, on est dans la chirurgie des adultes et c'est un des bâtiments que je préfère sur le site Brickman parce que vous avez le couloir, cette galerie hein, du niveau inférieur qui se démarque de la galerie supérieure via ce petit pont, on pourrait presque dire ça. Hein, donc, ce vide en triplet avec 2 colonnes qui, en fait, ce vide sert de sas d'aération entre la galerie du bas et la galerie du haut. Donc, toujours aussi ce souci d'aérer au maximum ces différents espaces pour éviter voilà, différentes contaminations ou également la surchauffe de ces différents couloirs. Et le dernier bâtiment qu'on va voir de l'hôpital Bruckmann, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est la chapelle et mortuaire de l'hôpital Bruckmann. Même époque, hein, donc tout ça a été dessiné en 1907 et a été construit à partir de 1911, mais c'est le seul bâtiment qui a été classé. Alors le bâtiment, c'est en fait un grand rectangle avec de chaque côté 2 chœurs trilobés. Donc, c'est une abside, 3 absides en fait. Chaque chœur a 3 absides. Et vous avez un chœur à gauche et un chœur à droite, qui ne respecte pas tout à fait l'anatomie, n'est-ce pas? Avoir 2 chœurs pour un bâtiment. Et on remarque que c'est un bâtiment à l'avant qui n'a qu'un niveau, alors qu'à l'arrière, il suit donc la courbe du terrain et il a 2 niveaux. Et on remarque bien donc ici les fenêtres légèrement arquées qui qui indiquent les absides donc des 2 chœurs de cette chapelle.
Alors, à l'époque, évidemment, quand tout n'était pas encore construit comme maintenant, vous aviez voilà, cette grande allée qui menait à la mortuaire et à la chapelle funéraire de l'hôpital Bruckmann. Ça devait être assez impressionnant quand même d'arriver via cette grande allée. Maintenant, tout ça est construit, donc finalement, on arrive par l'autre côté, au premier étage, si on veut, de ce bâtiment. Et donc, la vue est quand même légèrement différente de ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Et voilà l'intérieur. Alors, on pourrait croire que Victor Horta n'a jamais construit d'église ou de chapelle. Eh bien, voilà, toute règle son exception. À l'hôpital Bruckmann, donc dans la chapelle funéraire, les deux chœurs étaient prévus pour toutes les personnes, qu'elles soient croyantes ou non croyantes. Donc, il y avait un, une des deux chapelles dont le chœur était dévolu au culte catholique et un autre chœur pour les offices funéraires laïques. Et entre les deux, c'était une partie commune finalement, une espèce d'espace neutre qui servait de vestiaire pour le public. Et on voit que entre le chœur laïque et l'espace du milieu, qu'il y avait des tentures qui pouvaient être tirées hein, pour ne pas me dévoiler le chœur laïque ou le chœur catholique pour les cérémonies laïques. Donc voilà, chacun de son côté, dans sa chapelle. Et ici, vous avez le fer, les colonnes, on pourrait dire ça, les colonnes qui servent de support aux tentures pour séparer les différents espaces et regarder de nouveau hein, le soin du détail de Victor Horta. Alors, ce bâtiment a été entièrement restauré en 2006-2007 par Saint-Main et Partners BEAI et l'architecte Barbara van der Wee. Et il a été donc réinauguré en 2009 et tout le mobilier religieux que vous voyez ici a été retiré pour servir de centre de congrès notamment et de salle de conférence. Donc, cette photo date évidemment d'avant la restauration et le départ du mobilier religieux. Et donc, voilà à quoi ça ressemble actuellement. Donc, voilà, c'est une autre ambiance aussi, hein, sans tout ce mobilier religieux. Et donc, on devine à peine, hein, il faut vraiment le savoir, que de ce côté-ci, c'était les cérémonies laïques et que de l'autre côté, c'était les cérémonies catholiques. Alors, il y a également, vous aurez certainement remarqué, hein, ces lustres à 12 côtés. C'était des lustres électriques déjà pour l'époque. Et alors, la chose particulière de ce bâtiment, c'est ce qu'on pourrait croire être un ascenseur. En fait, c'est un monte-charge, c'est un monte-corps. Donc, les corps des défunts étaient montés via ce monte-charge de la marque Otis. Donc, voilà, c'est probablement l'ascenseur le plus original de tout Bruxelles. Certains savent que j'ai participé donc, à l'inventaire des ascenseurs historiques. Et donc, voilà, ici, on n'en connaît qu'un seul, en tout cas, de monte-corps dans tout Bruxelles. Alors, je vous ai parlé donc de tout ce qui restait et ce qu'on peut encore voir actuellement à Bruxelles sur l'Art Nouveau, enfin à Laken, pardon. Mais il y a également de l'Art Nouveau qui a disparu. Et notamment, voilà, on est tombé sur cette maison Art Nouveau publiée dans l'album de la Maison Moderne, boulevard de Smeddeneyer, 615. On se dit, mais c'est bizarre, on ne l'a pas remarqué. Et quand on va sur place, ben voilà à quoi elle ressemble actuellement. Donc, on dirait presque que c'est un zèle d'avoir retiré tous les éléments qui participaient à la décoration de cette façade. Donc, cela va des sgraffites à la grille du balcon, enfin au garde-corps du balcon, à la porte d'entrée, au jardinet. Donc, voilà, le temps passe et les restaurations ou les changements des bâtiments ne se font pas toujours de manière très heureuse. Et autre bâtiment qui était un beau bâtiment assez important, hein, c'était les entrepôts Adolphe Deleuze.
qui avait donc mis ses entrepôts le long du canal. Alors, on pourrait être induit en erreur parce que le canal, actuellement, il n'y a plus que cette partie-là. La partie arrière, c'est actuellement la caserne de l'héliport, notamment, qui se trouve là, et l'allée verte et le quai de Willebroek, qui a pris la place de ce bras du canal qui a été comblé donc, actuellement. Et les entrepôts Adolphe Delhaize, c'était super bien placé parce qu'ils étaient reliés aussi bien au chemin de fer qu'au canal pour transporter toutes les marchandises. Donc, c'était non seulement un entrepôt, il y avait également les bureaux de la direction ici dans ce premier bâtiment, mais également une usine qui fabriquait donc tout type de denrées, qui cuisait voilà, toutes des préparations. On voit bien d'ailleurs la cheminée qui fume, donc ça marchait vaut le pétrole. Et le bâtiment de la direction, enfin tous ces bâtiments ont été malheureusement démolis en 2008 aux grandes dames de certaines associations de défense du patrimoine. Et on voit ici notamment les graffitis de Paul Cauchy qui décoraient les bureaux de la direction. Donc on est place des Armateurs, Touré Taxi est plus ou moins ici. Et donc, c'est des photos que j'ai encore prises en 2007, juste avant la destruction de ce bâtiment, pour faire place à la tour Upside, donc, qui est à cet emplacement-ci. Alors voilà, on ne va pas non plus se morfondre sur l'Art Nouveau qui a disparu, mais voilà, ce sont aussi des choses que vous ne verrez pas dans l'inventaire parce que ça n'existe plus, mais il y a aussi d'autres éléments dans l'inventaire Art Nouveau que vous ne voyez pas parce que ce n'est pas répertorié comme dans l'inventaire. Alors ici, bon, ce n'est pas de l'Art Nouveau, mais je vous ai quand même mis ce bâtiment parce que finalement, c'est ce bâtiment qui a été probablement, enfin, une des raisons, un des points de naissance de l'Art Nouveau, ce sont les serres de Laken de l'architecte Bala. Enfin, le nom a disparu dans ma présentation, donc c'est Alphonse Bala. Et dans les élèves d'Alphonse Bala, il y avait notamment Victor Horta, qui donc a été mis en contact avec cette magnifique cité de fer et de verre. Donc, le travail du métal, les courbes de la nature, le fer et le verre, la lumière zénitale. Donc, tout ça, il le voit, il l'expérimente, il le travaille lors de la construction des serres de Laken et notamment lors de la construction du jardin d'hiver en 1874-1876. Alors, autre chose intéressante, dans le cimetière de Laken qu'on guide notamment avec Laken Découverte, on a toujours tendance à dire que voilà, il n'y a pas d'art nouveau dans le cimetière de Laken. Donc, effectivement, il n'y a pas d'art nouveau, mais il y a une tombe néo-art nouveau d'auteur inconnu. Et cette tombe, même chose, je me suis dit, mais c'est pas possible, je la connais, j'ai déjà vu quelque part. Et on voit bien qu'elle a été copiée purement et simplement d'une tombe de Victor Horta. Probablement la plus belle tombe de Victor Horta, c'est la tombe d'Isaac Stern, qui est décédé en 1895 et qui se trouve dans la partie juive du cimetière du Diweh à Uccle. Donc vous voyez que voilà, plus de 100 ans plus tard, on s'inspire toujours de réalisations Art Nouveau et même s'il n'y a pas d'Art Nouveau dans le cimetière de Laken, on a du néo-Art Nouveau. Et je terminerai avec ce bâtiment, le pavillon chinois. Vous allez me dire, le pavillon chinois, mais ce n'est pas Art Nouveau. Mais le pavillon chinois, donc, qui était prévu à la base pour être un restaurant, c'est complètement éclectique. À l'extérieur, même si voilà, c'est clairement de style oriental, à l'intérieur, vous avez un peu tous les styles. Vous avez du Louis XV, vous avez aussi du style oriental. Et dans les toilettes, vous avez de l'Art Nouveau. Et donc, j'ai été photographier ces toilettes juste avant que ce bâtiment ne ferme. Donc, voilà, on ne pense pas toujours à photographier les toilettes, mais j'ai été bien inspiré de les photographier. Donc, on est ici, c'est une photo de 2013 et vous voyez
que ces toilettes sont décorées de magnifiques carreaux de céramique de la maison Hellman, qui a même mis son panneau publicitaire en céramique à l'intérieur du pavillon chinois. Voilà, alors, donc, comme je l'avais dit, je terminerai avec le pavillon chinois. Si vous voulez voilà, en savoir plus, découvrir d'autres choses ou pour prolonger, l'hôpital Bruckmann fête cette année hein, ses 100 ans. Et donc, il y aura des visites guidées organisées par l'Aken Découverte les 17 et 18 juin. Tout ça sera mis en ligne prochainement sur le site pour les 100 ans de l'hôpital Bruckmann. Donc, vous voyez l'adresse ici. Les journées du patrimoine Heritage Days des 16 et 17 septembre auront pour thématique l'Art Nouveau. Donc, il y aura des visites guidées Art Nouveau à Laken avec Laken Découverte. Tout ça sera indiqué sur le site Heritage Days et sur le site de Laken Découverte. Et également, si vous voulez un livre de référence bien fait sur l'hôpital Bruckmann, il y a un petit livre qui s'appelle de la série Bruxelles Ville d'Art et d'Histoire. Donc, c'était le numéro 51. Bruckmann, l'hôpital jardin de Victor Horta, et, dont les auteurs sont Patrick Burnia et Judith Lemaire, qui est en vente, je crois que c'est 7 euros, quelque chose comme ça. Et sinon, vous pouvez même le télécharger gratuitement sur le site de Patrimoine Bruxelles, donc c'est Urban, les anciens monuments et sites, avec l'adresse ci-dessous. Voilà, je vais redonner la parole à Bruno. Je voudrais, avant de lui redonner la parole, remercier en tout cas tout le personnel des musées de la ville de Bruxelles de m'avoir permis de donner cette conférence. Remercier mes anciens collègues d'Archistory pour ce travail d'inventaire que j'ai fait avec eux et qui m'a permis de connaître en profondeur hein, le patrimoine lacenois. Et également Laken Découverte, hein, où j'étais coordinateur pendant plusieurs années, qui m'a aussi permis hein, donc, de découvrir ce patrimoine lacenois, et notamment Yves Jacquemin, avec qui j'ai réalisé la carte promenade de Laken. Voilà, merci Bruno. Merci à toi, Christophe. Ça a été vraiment un plaisir de t'écouter, de t'entendre et de voir toutes ces belles photos que tu nous as collectées, partagées avec nous. Et c'est vrai qu'on ne s'imagine pas voir l'Art Nouveau à Laeken, comme tu le disais tout à l'heure, et comme voilà, on l'avait mentionné sur le site du musée pour promouvoir cette conférence. Bah, finalement, quand on t'écoute, on voit que Laeken a beaucoup d'art nouveau caché. Alors, pour vous qui nous regardez, nous écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet qui est en bas dans Q et R. Je reformulerai vos questions à Christophe. Pour le moment, Christophe, tu n'as pas beaucoup de questions. Je crois que tu as été complet et intéressant parce que tout le monde reste à bord. On voit que les gens restent dans la salle. Moi, tout de même, des choses qui ont attiré mon attention par rapport à ta présentation, c'est quand on voit la maison de avenue de la Reine, la maison d'Émile Lambotte. Oui. On passe à côté en voiture tout le temps, on se gouffre dans le tunnel et après on va prendre l'autoroute. Et c'est vrai que peut-être on pourrait parfois se donner la peine de marcher, de mieux les observer. Il y a quelques belles maisons effectivement dans cette avenue de la Reine. Alors moi j'ai tout de même une question pour toi. Euh, Quand on parle de concours de façade, et notamment pour la maison de Marteau, le jury est assez critique. Oui, Mais néanmoins, il reçoit 200 francs. oui. Bah, Alors, il n'y avait pas d'autres concurrents ou d'office, on avait un prix aussi, même symbolique? Euh, écoute, justement, c'est intéressant parce que le 200 francs, c'était le prix le plus bas. Et on est quand même pendant la Première Guerre mondiale, donc les gens ont besoin d'argent. Donc ils disent hein, dans le rapport que j'ai pas lu dans son entièreté que les prix de 200 francs, ils les donnent vraiment presque par pitié, quoi. C'est ça qui sous-entendent quand tu lis entre les lignes. Donc voilà, ils sont assez critiques et voilà, ils disent qu'ils ont raclé les fonds tiroirs pour donner les 200 francs au maximum des maisons possibles et imaginables.
Et donc c'est Donc, pour ça qu'ils ont dû mettre dans leur rapport que c'est pas de bonté du cœur, que néanmoins ils donnent quelque chose. oui, voilà. Mais effectivement, ils sont très critiques. Et même finalement, pour celles, les meilleures maisons, tu vois ils en disent beaucoup de bien, mais il y a toujours, voilà, vous auriez quand même pu faire un peu mieux, développer un peu plus ces cheminées, ces grilles. Donc, c'est souvent les remarques qui viennent. Hein, mais moi, ça m'a vraiment impressionné, vraiment le souci. Hein, ils poussent vraiment. Le souci, ils disent vraiment chaque petite chose qui ne va pas, ils vont le noter. Donc, il y avait aussi, c'était pas pour, nécessairement pour enfoncer leurs collègues, hein, c'était vraiment pour créer une émulation, pour dire voilà, voilà ce qui aurait pu être mieux. Et, euh, et d'ailleurs, ils proposent même au bourgmestre, donc, qui était Boxtal à l'époque, de faire un jury permanent et qu'il lui propose que tous les permis de bâtir en fait, passent par ce jury pour pouvoir juger de la qualité architecturale des permis rentrés avant de donner le go pour le permis de bâtir. Et donc, en fait, quelque part, ils anticipent la fonction de bouwmeester, hein, qui n'est toujours pas entièrement effective. Hein. Le bouwmeester, c'est toujours sur base pour les concours organisés par la région de Bruxelles-Capitale, mais votre permis de bâtir pour une maison individuelle, il ne passe pas par le bouwmeester. Donc, voilà, il ne passe pas non plus par des critères esthétiques spécialement très avisés à l'heure actuelle, alors que voilà, on est en 1916 et il plaide déjà pour la qualité architecturale et un jury permanent qui ne jugerait que sur la qualité architecturale de ces maisons. Donc c'est vraiment intéressant l'anticipation qu'ils ont de, oui, de la qualité architecturale des différents permis. Oui, il y a quelqu'un qui est un peu qui précise ce que tu viens de dire, donc en précisant que leurs critiques sont probablement dans un but constructif, un peu comme dans le monde, Oui, scientifique. Donc, voilà, il y a peut-être aussi cette idée, comme le dit l'auditeur. Il y a ici, une question qui est posée par rapport à l'hôpital Bruckmann. Alors je la lis, comme ça c'est plus facile. Pourquoi parler d'éclectisme teinté d'art nouveau pour oui. l'hôpital Brugmann? N'est-ce pas plutôt un art nouveau plus simple, moins floral, qui témoignerait de l'évolution de Horta vers l'art déco? Oui, on pourrait aussi noter comme ça. C'est par souci aussi euh, pour être en phase avec tout ce qui a été déjà. C'est toujours le souci de rentrer dans une case, en fait. Donc, l'inventaire du patrimoine architectural, ça fait plus de 40 ans qu'il est en cours et on a donné voilà, des caractéristiques euh, des étiquettes, si tu veux, à ces différents bâtiments. Et à partir du moment où un bâtiment n'a pas toutes les caractéristiques de l'Art nouveau, qu'il n'en a que quelques-unes, l'éclectisme, voilà, c'est la voie facile hein, pour dire, voilà, si ça n'a pas vraiment un style très défini, mais que ce n'est pas du classicisme et que voilà, il y a des jeux de briques, que ça fait appel à plusieurs styles du passé. On va appeler ça éclectique et alors teinté d'Art nouveau parce que voilà, il y a quelques petits éléments Art nouveau. Donc voilà, c'est pas complètement Art nouveau, c'est quand même. Ouais. Je sais pas si je réponds à la question. Hein. C'est difficile hein, ces étiquettes de dire est-ce que c'est éclectique, est-ce que c'est Art nouveau, mais voilà, finalement, on en revient toujours à cette conclusion. Les bâtiments purement Art nouveau, il y en a très, très peu à Bruxelles, quoi. La plupart des bâtiments sont éclectiques avec quelques éléments Art nouveau. Et les frontières sont pas nettes entre l'éclectisme et l'Art nouveau. L'Art nouveau naît de l'éclectisme. Et voilà, c'est parfois assez difficile de faire voilà, de catégoriser ces bâtiments. Quelqu'un demandait, j'avais vu aussi une autre question. Comment se fait-il que certains bâtiments n'ont pas d'architecte connu? Oui, Les voilà. plans ne sont-ils pas signés au cadastre? Alors ça, c'est une bonne question parce que voilà, j'ai passé des jours, des semaines dans ces archives. Donc, toutes les archives des permis de bâtir de la Laken sont
avec Bruxelles-Ville. Hein, donc, ils sont aux archives de la ville de Bruxelles, rue des Tanneurs, et ils sont consultables. Et à l'époque, la seule signature obligatoire est la signature du demandeur, donc du propriétaire, de celui qui fait édifier la maison. En plus, on est à une période où il n'est pas obligatoire d'être architecte. C'est seulement à partir de 1937 que vous devez être architecte pour signer les plans d'une maison. Donc, la majorité des maisons dans les années 1900, c'est des entrepreneurs ou des maçons qui les font. Et les architectes, finalement, c'est une grosse minorité qui sont architectes et qui édifient les maisons. Donc, il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Évidemment, à partir de 1937, là, comme vous êtes obligé d'être architecte, l'architecte met son nom, son cachet, et on sait qui c'est. À partir du moment où vous n'êtes pas architecte et que ce n'est pas obligatoire, ben, c'est comme ça qu'on ne retrouve pas, qu'on ne connaît pas toujours, en tout cas, les noms des architectes ou des constructeurs de ces maisons. Et même des architectes diplômés n'ont pas toujours signé leur maison non plus, vu que ce n'était pas obligatoire. Donc, j'ai trouvé comme ça des plans de Paul Hamès où je les attribue à Paul Hamès parce qu'il ne les a pas signés, il ne les a pas cachetés. Donc, voilà, même des architectes plus connus ne signaient pas toujours leurs plans. Voilà, je pense que ta réponse est claire, de pourquoi ces personnes restent, disparues ou dans l'oubli. Mm. Tu as reçu aussi pas mal de messages de remerciements et donc quelqu'un aussi ici qui te remercie pour, cette présentation passionnante, dans cet exposé, concernant tes recherches que tu as fait, chez Archistory, pour l'inventaire de Laeken et que tu nous as très bien, présenté, toujours de manière captivante comme toujours avec toi. Et alors nous avons ici une autre question et là, j'ai toujours un doute, peut-être tu sais nous répondre. Où peut-on se procurer cette carte promenade de Laken? Je sais qu'à un moment, on en avait dans les bureaux de l'administration, même à la maison communale de Laken, mais si c'est pas le cas, où peut-on se la trouver ailleurs? Alors, elle est téléchargeable gratuitement sur le site patrimoine.brussels, comme le PDF donc de, du carnet Bruxelles Ville d'art et d'histoire. Donc, toutes les cartes promenades sont gratuitement téléchargeables. Et sinon, vous pouvez aussi vous les procurer au Hall Saint-Géry. Elles y sont toutes disponibles gratuitement aussi. Voilà. Voilà, ça c'est clair. Alors plusieurs personnes nous ont posé des questions, si on pouvait te réécouter plus tard, si on pouvait réécouter les conférences qui ont eu lieu. Alors ces conférences, vous pouvez les écouter, sur le site web du musée de la ville de Bruxelles, donc Brussels City Museum. Hem Et là, vous avez un onglet qui vous dit la maison le musée de chez vous et vous pouvez alors écouter les podcasts de toutes les autres conférences. Alors donc on vous disait qu'il y a eu 3 conférences sur l'Art nouveau, à la Maison du Roi. Donc la première portait sur la zone UNESCO autour de la Grand Place, la deuxième sur l'art éléphantine. La troisième c'est aujourd'hui la Hacken avec, Christophe et nous prolongeons, au niveau des services des publics des musées de la ville de Bruxelles la thématique Art nouveau, ben, samedi et ce dimanche au cimetière de Bruxelles à Evere, où plusieurs, visites guidées sont organisées en français, en néerlandais, en anglais, en langage des signes francophone de Belgique et en Gebartaal, Vlaams Gebartaal. Donc voilà, où le public a la possibilité de découvrir 7 monuments d'art nouveau avec les guides d'épitaphe et avant cela, ils reçoivent une brochure grâce à laquelle ils peuvent visiter le cimetière librement pour découvrir d'autres monuments, art nouveau qui sont situés dans le cimetière de Bruxelles à Evere, un merveilleux parc de 38 hectares. Tu parlais tout à l'heure, Christophe, de la tombe, d'Isaac Stern, Odiwek et de sa copie à Laeken. Ben voilà, ici, vous avez l'occasion de voir aussi ce travail des artistes et aussi de certains de ces artistes que, Christophe a mentionnés comme, de Marais qu'on retrouve aussi dans quelques, réalisations funéraires.
Alors pour les visites guidées, les groupes en français sont complets. Néanmoins, vous êtes les bienvenus parce que vous pouvez faire visiter le cimetière avec la brochure qui vous est donnée gratuitement. Et comme ça, ben voilà, vous pouvez également participer aux journées culturelles qui ont lieu dans le cimetière. Il reste quelques places en néerlandais et en anglais. Donc, si vous parlez l'une de ces deux langues, ben, envoyez un email à service des publics, service au singulier, public au pluriel, @brucity.be, service des publics @brucity.be. Et alors, donc, vous pouvez participer à l'une de ces balades. L'inscription est obligatoire. Et maintenant, Christophe, je vais te demander si tu peux passer au slide suivant. Merci. Oui, Et donc voilà, cette conférence clôture le cycle des thématiques sur l'Art nouveau et les 3 prochaines conférences sont mentionnées ici sur votre écran. La semaine prochaine, mercredi, alors oui, nous avons un jeudi de l'histoire qui a lieu mercredi, parce que jeudi prochain, c'est un jour férié et mercredi prochain, c'est la journée internationale contre l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie et donc dans ce contexte aussi de journée internationale contre toutes ces phobies. Jonathan Gras, historien, va nous parler de l'historique des cinémas homophiles, mollet-bi et maintenant LGBTQI+ à Bruxelles et comment, à travers de 40 ans de cinéma, cette communauté s'est développée, de festivals de films s'est développée une identité. Et alors les deux conférences qui vont suivre vont être dans le cadre du, Brussels Renaissance Festival en néerlandais. Donc on va avoir la guerre des religions, présentée, par, Roel Jacob en néerlandais et le 29 juin, nous avons La paix des dames de 1529 qui nous est présenté par Jonathan Dumont, qui est un universitaire à la base de l'ULJ Liège et qui maintenant travaille à l'université de Vienne. Et ces 3 conférences, comme elles sont en rapport avec, des événements qui ont lieu également au musée, auront toutes les 3 lieu à la Maison du Roi. Vous pouvez vous inscrire, via le site web, du musée. Les inscriptions sont ouvertes un mois à l'avance et donc voilà, comme ça vous pouvez nous revoir pour les prochains jeudis de l'histoire. Après ça, on prendra nos vacances comme tout le monde. Merci. Je regarde si entre-temps d'autres questions, commentaires sont venus, il n'y en a pas. Donc, Christophe, nous te remercions pour, une fois de plus pour cette passionnante, conférence. Nous remercions aussi à tout le public, qui a participé, qui nous a suivis, cette soirée. Une excellente soirée et au plaisir de vous revoir tous. Merci à tous. Merci Christophe. Au revoir. merci. Au revoir.